Bonjour! Me revoilà pour la quatrième fois. Oui, c'est ça, c'est l'enregistrement numéro 4 de la fille de Belle. La dernière fois, nous avons laissé Belle qui a accouché d'Isabelle, Isabelle qui a grandi, qui est devenue une ravissante petite fille. Et là, aujourd'hui, il se passe un événement très important. Euh, il va y avoir l'accouchement, en fait, du bébé d'une licorne et d'une jument. Et Isabelle a été écartée des écuries parce que son odeur très particulière de bête fait peur en fait aux chevaux. Et elle n'a pas le droit d'y aller. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer d'y aller quand même. Donc voilà la suite. La dernière fois, je m'étais arrêtée. Après tout, Belle était tombée amoureuse d'une bête. Pourquoi une licorne ne tomberait-elle pas amoureuse d'une jument? La reine n'avait pas bronché non plus. En fait, elle s'était contentée d'exiger une petite conversation avec Firebird, histoire de vérifier que celui-ci ne ferait aucun mal à sa jument préférée. Et si la requête observait les formes de la courtoisie, le ton était indubitablement impératif. Personne ne résistait à la reine quand elle prenait ce genre de voix. Une licorne, pas plus qu'un autre. Ce qu'elles se dirent ne fut pas divulgué, mais la reine ressortit de l'entretien l'air un peu égaré. Et les courtisans attentifs jurèrent que la licorne passa une semaine entière à glousser ironiquement à chaque fois qu'elle croisait son regard. Vivant au milieu d'humains et d'inhumains, se glissant partout où l'une de ces deux formes le lui permettait, la petite fille était parfaitement au courant de la sexualité parfois complexe des sujets de son père. Mais elle n'avait jamais vu une jument accoucher et n'avait pas l'intention de laisser passer l'occasion. Isabelle se détourna de la porte. La connaissant, son père lui avait fait jurer de ne pas la franchir tant qu'il ne lui aurait pas donné l'autorisation. Mais il n'avait pas parlé de la fenêtre. Elle l'ouvrit doucement, sortit sur le balcon et se pencha. Sa chambre donnait sur l'un des jardins intérieurs du château. Calme et ensoleillée, elle échappait à la rumeur perpétuelle de la cour et communiquait avec la suite de ses parents. Les nourrices dormaient au même étage, mais de l'autre côté. La reine refusait qu'une autre qu'elle s'occupe de sa fille la nuit. Elle seule savait apaiser ses rares cauchemars, et elle ne s'étonnait jamais de retrouver sa fille à moitié endormie, parfois à moitié transformée, assise sur les toilettes à 3 heures du matin. Il était encore tôt, mais la plupart des habitants avaient déjà pris leur petit déjeuner et vaquaient à leurs occupations. Les quelques personnes qui passaient dans le ravissant jardin étaient trop occupées pour lever la tête. Parfait, Isabelle allait pouvoir exécuter son plan. Tout d'abord, elle se déshabilla. Escalader un mur avec une robe n'était pas très pratique. Puis elle se transforma. Sous sa forme animale, elle était capable d'une position bipède ou quadrupède. Sa colonne vertébrale flexible et ses hanches pivotantes lui apportaient le support nécessaire aux deux attitudes. Ses griffes rétractiles faisaient d'excellents crochets et elle pouvait escalader à peu près n'importe quoi. Sauter sur le rebord du balcon, accrocher la gouttière, bondir sur une gargouille située un peu plus bas ne lui demanda pas plus que quelques secondes. L'instant d'après, elle était dans le jardin intérieur qui menait au reste du château. Isabelle hésita un instant. Elle n'avait pas pris sa robe avec elle et ne pouvait pas, par conséquent, se rhabiller. Elle jeta un regard sur le balcon qui la surplombait et décida de ne pas se changer. Après tout, elle irait plus vite et serait plus discrète en se faufilant sous sa forme fauve. Le château n'avait pas à juger des actions de ses habitants. Et quoique la licorne qui le représentait lui jetât des regards réprobateurs, elle ouvrit les portes du grand hall. Isabelle jeta un regard rapide à l'intérieur. Quelques serviteurs astiquaient les innombrables armures, d'autres activaient les sorts anti-poussière aidés par deux apprentis magiciens. Mais nulle part elle n'apercevait Scali, le redoutable chambellan Tatris à deux têtes, qui avait la déplorable habitude de repérer ses bêtises avant même qu'elle n'y pense. Car si, sur Terre, les chambellans étaient responsables de la chambre du roi, sur autre monde, ils avaient également la fonction de grands administrateurs du château et de la cour. Et Scali prenait ses fonctions très très au sérieux quand il s'agissait d'Isabelle. Respirant un grand coup, celle-ci bondit si vite
que les serviteurs eurent à peine le temps de voir une forme floue. Lors « Bonjour, Votre Altesse !» s'écrasèrent sur la porte déjà close. Les deux apprentis sorceliers froncèrent les sourcils, puis avec un soupir, décidèrent qu'il n'était pas de leur ressort de surveiller la princesse royale. Isabelle traversa les salles suivantes comme un éclair. Un second jardin, un couloir, le petit salon jaune, le grand salon aux tapisseries et enfin la cour des écuries royales avec à gauche la salle d'accouchement où se trouvait une douzaine de juments sur le point de mettre bas. Des gens couraient partout avec de grands cris comme si la naissance en cours était un événement national. Une dizaine de fées, arrivées la veille, s'ajoutaient à celles qui habitaient dans les jardins et au château et babillaient comme des folles en tournoyant dans les airs au-dessus des écuries. En les voyant, Isabelle sauta vivement derrière un chariot rempli de cordes et de lanières, probablement celui du mage vétérinaire. Elle devait se dissimuler des fées. Son père ne les aimait pas, mais il y en avait toujours une ou deux au château, baguette magique à la main, en train de surveiller et de commérer. La fillette s'était vite rendue compte que les fées l'avaient à l'œil, même si elle n'intervenait jamais dans le déroulement de ses activités. Quand la voie fut libre, elle bondit jusqu'à l'ouverture de l'écurie. Puis, oubliant dans son excitation qu'elle n'avait rien sur le corps, elle se retransforma rapidement en petite fille. L'écurie était chaude et apaisante. La puissante odeur des chevaux était masquée par les remugles des potions du magicien vétérinaire. Les juments relevèrent la tête et branchèrent nerveusement au passage de la princesse, même sous sa forme humaine. Celle-ci se faufila sans bruit jusqu'à la stalle la plus proche de celle où elle entendait la voix de ses parents. Par chance, la stalle de Lady Dragon était grande ouverte, afin de permettre le passage de maître Léondoc, le mage vétérinaire. Aussi gros qu'une barrique, les sourcils et la barbe rousse, ce dernier n'avait plus un cheveu sur la tête, conséquence malheureuse d'une potion mal dosée. Il était unanimement apprécié de tous, non seulement à cause de son savoir-faire avec les animaux, mais également grâce à un solide bon sens et un sens de l'humour aussi énorme que sa bedaine. Pour l'heure, il plissait les sourcils, l'air inquiet. Lady Dragon était couchée, son ventre gonflé, agité par des secousses régulières. À côté d'elle, Firebird la licorne discutait avec le roi et Isabelle comprit aux trémulations de sa corde qu'il était perturbé. Agenouillée, la reine caressait les naseaux tremblants de sa jument, l'encourageait et la réconfortait. « Bon sang, jura tout à coup Léondoc, pourquoi as-tu eu cette idée saugrenue, Firebird ?» « C'était important, » répondit doucement la licorne. « Il fallait essayer. Connaissez-vous les qualités et les défauts de ma race ? » « Oui, bien sûr. J'ai aidé quelques-unes de tes concitoyennes à accoucher, et ce fut toujours compliqué et difficile. » Donner la vie est toujours difficile, et il faut souvent en payer le prix. Mais chez les licornes, les dieux ont peut-être un peu exagéré. Nous ne sommes pas nombreuses et nous vivons très longtemps. C'est la raison pour laquelle, je suppose, nous nous reproduisons peu, pour éviter que cette terre soit recouverte de licornes mourant de faim. Mais cela est en train de nous conduire à l'extinction totale. Nous perdons petit à petit notre instinct de reproduction et nous ne savons même pas pourquoi. Nous n'avons plus goût à danser dans les prés avec nos femmes. La licorne secoua sa tête argentée, affligée. Nous n'avons plus la patience requise pour accomplir les rites de fertilité. Une certaine magie est en train de disparaître, et si nous n'agissons pas, nous disparaîtrons avec elle. Nous savons que vous appréciez nos qualités combattantes. Nous sommes 3 fois plus rapides qu'un cheval, et notre corne est une redoutable arme de combat. Nous connaissons la magie et l'exerçons à l'occasion. Notre souffle devient brûlant quand nous courons trop vite et nous pouvons même cracher des flammes. Évidemment, en contrepartie, nous sommes plus petites que vos chevaux, plus fragiles aussi. Nous ne pouvons pas vous porter très longtemps. Si nous parvenons à créer une race hybride, ceci pourrait être changé. La force du cheval, son instinct de groupe, l'intelligence et la magie des licornes peuvent se retrouver dans cet enfant qu'attend Lady Dragon. Et même si le résultat n'est pas celui que nous espérons, nous devions essayer. « J'ignorais que vous aviez tous ces problèmes, Firebird. Excuse-moi, grommela le maître vétérinaire. Mais tu as risqué la vie de cette jument sans qu'elle se rende compte de l'enjeu. Il est probable qu'elle va y rester. » À ses pieds, la reine sanglée dans son ensemble de cuir bleu, étouffa un sanglot mais ne dit rien. « Elle sait parfaitement ce qu'elle risque, répondit calmement Firebird. Lady Dragon est plus intelligente que ses congénères.
Sans son approbation, je n'aurais jamais pu la couvrir, et elle a confiance. Elle sait que son fils ou sa fille sera exceptionnel. Cela seul compte à ses yeux. Très bien. Alors, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. La jument est plus grande et plus grosse que toi. Logiquement, le bébé devait être comme les bébés licornes qui sont plus petits que les poulains. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas. Cet enfant est grand et gros, plus qu'un cheval normal, et quelque chose gêne sa sortie, je ne sais pas quoi. C'est la 3e fois que j'essaye de le sortir, y compris en utilisant la magie, mais quelque chose m'en empêche. Le pouvoir n'arrive pas jusqu'au poulain ou la pouliche. Il est en position pour passer, mais il ne passe pas. Sa mère est en train de perdre son sang, et si je ne peux pas stopper très vite l'hémorragie, elle va mourir. Le problème, c'est que si je stoppe l'hémorragie à l'aide d'une potion, celle-ci tuera le bébé qui ne la supportera pas. Si je pratique une césarienne, je peux sauver le bébé, mais la jument est trop faible pour le supporter. La 3e solution, c'est de ne rien faire et ils mourront tous les deux. Voilà, tu es le père, à toi de décider. D'où elle était, Isabelle voyait parfaitement la scène et comprenait qu'il se passait quelque chose de grave, que la jument adorée de sa mère risquait de mourir. Elle connaissait la mort, son côté animal aimait chasser et elle avait déjà tué, mais elle n'avait jamais perdu quelqu'un de proche et son cœur se serra en entendant les mots terribles. Soudain, son attention fut distraite par une sensation curieuse. Quelque chose l'attirait. Elle ferma les yeux, se concentra. Une sorte de corde lumineuse, fragile, la tractait doucement mais fermement vers la stalle. Effrayée, Isabelle tenta de résister, mais l'appel était trop fort. Elle fit un pas, puis un autre. Une jument derrière elle émit un hennissement étouffé quand, sous la pression, la fillette se retransforma en bête. Mais cela ne fit que renforcer l'attraction, et Isabelle se remit en marche vers la stalle comme une somnambule. Et voilà. Bon, je vais essayer d'être plus régulière, de vous donner encore un petit bout la semaine prochaine pour vous raconter ce qui se passe lors de cet accouchement difficile et compliqué. J'espère que ça vous a plu. J'ai un peu bafouillé au début, je suis désolée, j'essaye de faire de mon mieux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.